En ce moment même, alors que vous êtes allongé dans le calme de la nuit, quelque chose de profondément étrange se produit autour de vous. Quelque chose que vous ne pouvez ni voir, ni toucher, ni sentir. Quelque chose qui traverse votre corps à une vitesse vertigineuse, sans que vous en ayez la moindre conscience. Chaque seconde, environ 65 milliards de particules invisibles passent à travers chaque centimètre carré de votre peau. Elles traversent vos os, vos organes, votre cerveau, sans interagir avec un seul atome de votre être. Vous ne les sentez pas. Vous ne les voyez pas. Et pourtant, sans elles, vous n'existeriez tout simplement pas. Ces particules fantômes appartiennent à ce que les scientifiques appellent la matière noire. Et ce soir, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères que l'univers ait jamais posé à l'humanité. Imaginez un instant que tout ce que vous avez jamais vu dans votre vie, chaque étoile scintillant dans le ciel nocturne, chaque planète tournant autour de son soleil, chaque galaxie spiralant majestueusement dans le vide cosmique, chaque être humain, chaque arbre, chaque grain de sable sur chaque plage de chaque continent. Imaginez que tout cela ne représente que 5% de ce qui existe réellement. 5%. C'est comme si vous entriez dans une immense bibliothèque contenant des millions de livres et qu'on vous disait que vous ne pouvez lire que les titres sur les couvertures. Le contenu des pages, les histoires, les secrets, les révélations, tout cela vous est caché. 95% de l'univers est constitué de quelque chose que nous ne comprenons pas. Et la plus grande part de ce mystère porte un nom qui est en réalité un aveu d'ignorance. La matière noire. Voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Pendant des décennies, les scientifiques ont construit un modèle élégant et cohérent pour expliquer comment l'univers fonctionne. Ce modèle, appelé le modèle standard de la cosmologie, ou lambda CDM, intègre la matière noire comme un ingrédient essentiel. C'est grâce à la matière noire que les galaxies se forment, que les étoiles s'allument, que les planètes se condensent, que la vie émerge. Sans elle, l'univers serait un brouillard uniforme de gaz et de radiation, sans structure, sans beauté, sans conscience pour l'observer. La matière noire est l'architecte invisible de tout ce que vous voyez quand vous levez les yeux vers le ciel. Mais voilà, en 2022, quelque chose a changé. Quelque chose de profond. Quelque chose qui a fait trembler les fondations mêmes de notre compréhension cosmique. Le télescope spatial, James Webb, l'instrument scientifique le plus puissant jamais construit par l'humanité, a commencé à envoyer ses premières images. Et ce qu'il a trouvé n'était pas ce que les scientifiques attendaient. Pas du tout. Les données de Webb ne confirmaient pas simplement nos théories. Elles les remettaient en question d'une manière que personne n'avait anticipée. Des galaxies impossibles, des structures trop anciennes, des masses trop grandes, des formations trop précoces. Comme si l'univers avait décidé de réécrire ses propres règles et que nous n'avions pas été invités à la réunion. Ce documentaire est un voyage, un long voyage à travers le temps et l'espace, depuis les premières intuitions d'un physicien excentrique dans les années 1930 jusqu'aux révélations stupéfiantes du télescope le plus avancé de notre époque. Nous allons explorer ce qu'est la matière noire, comment nous l'avons découverte, pourquoi nous pensons qu'elle existe, ce que James Webb a trouvé qui remet tout en question et ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité elle-même. Installez-vous confortablement, respirez profondément
et laissez-vous porter par le murmure des étoiles. Si vous êtes le genre de personne qui regarde le ciel nocturne et ressent cette étrange combinaison de vertige et d'émerveillement, si vous vous êtes déjà demandé ce qui se cache entre les étoiles, si la simple idée que l'univers contient des secrets que personne n'a encore percés vous donne des frissons, alors ce voyage est fait pour vous. Prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne, car nous explorons régulièrement les mystères les plus profonds du cosmos. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez que la matière noire pourrait être, et appuyez sur le bouton « J'aime » parce que chaque interaction aide cette vidéo à atteindre d'autres esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, commençons par le commencement. Pour comprendre pourquoi les découvertes de James Webb sont si révolutionnaires, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la matière noire et pourquoi les scientifiques sont si convaincus de son existence. Et pour cela, nous devons parler de ce que nous pouvons voir et de ce que nous ne pouvons pas voir. L'univers visible, celui que nous pouvons observer avec nos yeux, nos télescopes, nos détecteurs, tout cela constitue ce qu'on appelle la matière ordinaire ou matière baryonique. Ce sont les protons, les neutrons, les électrons, les briques fondamentales de tout ce qui est tangible. Chaque étoile est faite de cette matière. Chaque planète, chaque être vivant, chaque molécule d'air que vous respirez en ce moment. Mais voici le fait qui devrait vous empêcher de dormir, ironiquement. Toute cette matière, absolument tout ce que l'humanité a jamais observé, mesuré, touché ou photographié, ne représente qu'environ 5% de la totalité de l'univers. 5%. Le reste se divise en deux catégories mystérieuses. Environ 27% est constitué de matière noire et environ 68% est constitué de quelque chose d'encore plus étrange appelé énergie noire. Ce soir, notre focus est sur ces 27%, cette substance fantôme qui constitue plus de 5 fois la masse de toute la matière visible combinée. Pensez-y avec cette analogie. Imaginez que vous entrez dans une immense salle de concert. Les lumières brillent sur la scène. L'orchestre joue une symphonie magnifique. Le public est assis dans des rangées ordonnées. Vous pouvez voir les musiciens, les instruments, les notes de musique qui semblent presque visibles dans l'air vibrant. Tout cela, la scène, les musiciens, le public, les lumières, c'est la matière ordinaire. Mais le bâtiment lui-même, les murs, les fondations, les poutres qui soutiennent le toit, le sol sous vos pieds, tout cela est invisible. Vous ne le voyez pas, mais sans lui, la salle de concert s'effondrerait. Les musiciens tomberaient dans le vide. La symphonie cesserait d'exister. C'est exactement le rôle de la matière noire dans l'univers. Elle est l'infrastructure invisible sur laquelle tout le spectacle cosmique repose. Le nom lui-même, matière noire, est révélateur. Ce n'est pas un nom que les scientifiques ont choisi parce qu'ils savaient ce que c'était. C'est exactement le contraire. Le mot « noir » ne signifie pas qu'elle est de couleur sombre ou qu'elle est maléfique ou menaçante. Il signifie simplement que nous sommes dans le noir à son sujet. La matière noire n'émet aucune lumière. Elle n'absorbe aucune lumière. Elle ne réfléchit aucune lumière. Elle est complètement, totalement, absolument transparente à l'ensemble du spectre électromagnétique. Vous ne pouvez pas la voir avec un télescope optique. Vous ne pouvez pas la détecter avec un radiotélescope. Vous ne pouvez pas la photographier avec des rayons X ou des rayons gamma. Elle est, au sens le plus littéral du terme,
invisible. Et pourtant, nous savons qu'elle est là. Comment? Par ses effets gravitationnels. La matière noire a de la masse, et cette masse exerce une force gravitationnelle. Et c'est cette gravité, cette traction invisible qui trahit sa présence. Il est important de clarifier ce que la matière noire n'est pas, car beaucoup de gens ont des idées fausses à ce sujet. La matière noire n'est pas constituée de nuages sombres de gaz ou de poussière ordinaire. Ces nuages, bien qu'ils puissent bloquer la lumière des étoiles, derrière eux, sont constitués de matière baryonique normale et sont facilement détectables avec des instruments appropriés. La matière noire n'est pas de l'antimatière non plus. L'antimatière, lorsqu'elle entre en contact avec la matière, produit des explosions caractéristiques de rayons gamma, et nous ne voyons pas ces signatures dans les quantités qui seraient nécessaires pour expliquer la matière noire. Elle n'est pas non plus constituée de trous noirs, du moins pas en totalité. Bien que les trous noirs soient effectivement invisibles et massifs, il n'y en a tout simplement pas assez pour rendre compte de toute la matière noire observée. Et ce n'est pas une erreur de mesure. Trop d'observations indépendantes, réalisées par trop d'équipes différentes, avec trop de méthodes différentes, convergent vers la même conclusion. La matière noire est quelque chose de fondamentalement nouveau. Quelque chose qui n'existe pas dans le modèle standard de la physique des particules. Quelque chose que nous n'avons jamais réussi à créer, capturer ou identifier directement. Et voici peut-être le fait le plus vertigineux de tous. Sans la matière noire, vous ne seriez pas là pour entendre ces mots. Juste après le Big Bang, l'univers était un plasma brûlant et presque parfaitement uniforme. Les minuscules fluctuations de densité dans ce plasma devaient croître et s'amplifier pour former les premières structures, les premiers halos de matière, puis les premières galaxies, puis les premières étoiles. Mais la matière ordinaire seule n'avait pas assez de temps ni assez de force gravitationnelle pour accomplir cela dans les délais que l'univers nous impose. C'est la matière noire qui a fait le travail en coulisses. Elle s'est effondrée gravitationnellement bien avant la matière ordinaire, créant des puits de potentiel gravitationnel, des sortes de bassins invisibles dans lesquels la matière ordinaire est ensuite tombée, se condensant pour former les étoiles et les galaxies que nous voyons aujourd'hui. Vous devez votre existence à quelque chose que vous ne pourrez jamais voir ni toucher. Il y a une certaine poésie dans cette pensée. Ne trouvez-vous pas? Maintenant que nous comprenons ce qu'est la matière noire et pourquoi elle est si fondamentale, remontons le temps. Remontons jusqu'à l'époque où un être humain a posé pour la première fois la question qui allait hanter la physique pendant près d'un siècle. Notre histoire commence en 1933, dans un observatoire suisse, avec un homme que ses collègues considéraient comme un génie insupportable. Fritz Zwicky était, par tous les témoignages, un personnage extraordinaire. Né en Bulgarie de parents suisses, ce physicien et astronome avait un esprit d'une originalité féroce, une arrogance légendaire et un talent singulier pour insulter ses collègues. Il les appelait des bâtards sphériques parce que, disait-il, ils étaient des bâtards vus de n'importe quel angle. Malgré, ou peut-être à cause de, cette personnalité abrasive, Zwicky était un scientifique d'une perspicacité rare. Il a inventé des concepts qui étaient des décennies en avance sur leur temps, y compris l'idée des supernovae comme outil de mesure cosmique et le concept de lentille gravitationnelle. En 1933, Zwicky étudiait l'amas de galaxies de Coma,
un gigantesque regroupement de plus d'1 millier de galaxies situées à environ 320 millions d'années-lumière de la Terre. Il voulait mesurer la masse totale de cet amas en observant les vitesses auxquelles les galaxies individuelles se déplaçaient à l'intérieur de l'amas. Le principe est simple et élégant. Dans un système gravitationnellement lié, comme un amas de galaxies, la vitesse à laquelle les composants se déplacent est directement liée à la masse totale du système. Plus il y a de masse, plus la force gravitationnelle est forte, et plus les galaxies peuvent se déplacer rapidement sans s'échapper. C'est le même principe qui maintient la Terre en orbite autour du Soleil. La vitesse orbitale est déterminée par la masse du Soleil. Ce que Zwicky a découvert était stupéfiant. Les galaxies dans l'amas de Coma se déplaçaient beaucoup trop vite pour être retenues par la gravité de la matière visible seule. Selon ses calculs, les galaxies auraient dû s'échapper de l'amas, se disperser dans toutes les directions, comme des enfants sur un manège tournant trop vite. Mais elles restaient là. Quelque chose d'invisible les retenait. Zwicky a calculé qu'il devait y avoir environ 400 fois plus de masse que ce qui était visible. 400 fois. C'est comme si vous regardiez une voiture garée sur une colline, retenue en place, et que quelqu'un vous disait que le frein à main ne pouvait supporter que le poids d'un skateboard. Quelque chose d'autre devait tenir cette voiture en place. Zwicky a donné un nom à cette masse manquante. Il l'a appelée Dunkle Materie, matière noire en allemand. C'était la première fois que ce terme était utilisé dans un contexte scientifique. C'était un moment historique, un moment qui aurait dû déclencher une révolution en physique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Presque personne n'a écouté. Les collègues de Zwicky, qu'il avait si libéralement insultés, n'étaient pas particulièrement enclins à prendre ses idées au sérieux. Et l'idée d'une masse invisible constituant la majorité de l'univers semblait, il faut l'admettre, assez folle. Pendant 40 ans, la découverte de Zwicky est restée dans l'obscurité, une note de bas de page dans l'histoire de l'astronomie, attendant patiemment que le reste du monde rattrape le génie excentrique de Coma. Il a fallu attendre les années 1970 et l'arrivée d'une femme extraordinaire pour que la matière noire revienne au centre de la scène scientifique. Vera Rubin était une astronome américaine qui a dû se battre contre les préjugés sexistes à chaque étape de sa carrière. Quand elle a voulu étudier l'astronomie à l'université de Princeton, on lui a dit que les femmes n'étaient pas admises dans le programme d'astronomie. Quand elle a voulu utiliser le télescope de l'observatoire de Palomar, on lui a dit que les femmes n'y étaient pas autorisées. Elle a dû dessiner des toilettes pour femmes sur la porte des toilettes pour hommes pour pouvoir travailler. Malgré ces obstacles absurdes, Rubin a persévéré avec une détermination tranquille et une passion inébranlable pour les étoiles. Dans les années 1970, Vera Rubin et son collaborateur Kent Ford ont entrepris une étude systématique des courbes de rotation des galaxies spirales. Une courbe de rotation est un graphique qui montre la vitesse à laquelle les étoiles et le gaz tournent autour du centre d'une galaxie en fonction de leur distance au centre. Selon les lois de la gravitation de Newton, on s'attendrait à ce que les étoiles les plus éloignées du centre tournent plus lentement que celles proches du centre, de la même manière que les planètes extérieures de notre système solaire, Saturne, Uranus, Neptune, se déplacent plus lentement que les planètes intérieures, comme Mercure et Vénus. C'est ce que les lois de Kepler prédisent
lorsque la majeure partie de la masse est concentrée au centre. Mais ce que Rubin et Ford ont observé était radicalement différent. Dans galaxie après galaxie, les étoiles situées aux bords les plus éloignés de la galaxie se déplaçaient aussi vite, parfois même plus vite, que les étoiles proches du centre. Les courbes de rotation étaient plates, complètement plates. Cela signifiait que la masse de la galaxie ne diminuait pas en s'éloignant du centre. Au contraire, il devait y avoir une immense quantité de masse invisible s'étendant bien au-delà des limites visibles de la galaxie, un halo sphérique de matière invisible entourant chaque galaxie comme une coquille fantôme, galaxie après galaxie, spirale après spirale. Partout où Rubin et Ford regardaient, ils trouvaient la même chose. Les courbes de rotation étaient plates. La matière noire était partout. C'est à ce moment que la communauté scientifique a commencé à prendre la matière noire au sérieux. Les résultats de Rubin étaient trop systématiques, trop cohérents, trop reproductibles pour être ignorés. C'est une femme qui n'avait même pas le droit d'entrer dans un observatoire qui a fini par démontrer que 85% de l'univers était invisible. Il y a quelque chose de magnifiquement poétique dans cette ironie. Celle à qui on refusait de voir les étoiles a fini par nous montrer que les étoiles, elles-mêmes, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg cosmique. Les décennies suivantes ont apporté confirmation après confirmation. Et l'une des preuves les plus spectaculaires est venue en 2006 avec l'observation de ce que les astronomes appellent l'amas du boulet, ou bullet cluster en anglais. C'est l'un des événements les plus violents jamais observés dans l'univers, la collision de deux gigantesques amas de galaxies. Imaginez deux nuages cosmiques, chacun contenant des centaines de galaxies, des quantités colossales de gaz chaud et des océans de matière noire, fonçant l'un vers l'autre à des millions de kilomètres par heure. Le choc est d'une violence inimaginable. Lors de cette collision, quelque chose de remarquable s'est produit. Le gaz chaud des deux amas, la matière visible, détectable par les observations en rayons X, a ralenti lors de l'impact. C'est normal, deux masses de gaz qui entrent en collision interagissent entre elles, se heurtent, se freinent, exactement comme deux nuages de fumée qui se rencontrent et se mélangent. Mais lorsque les astronomes ont utilisé la technique de la lentille gravitationnelle pour cartographier la distribution de la masse totale dans le système, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. La masse ne suivait pas le gaz. La masse avait continué tout droit, passant à travers l'autre amas sans ralentir, sans interagir, comme un fantôme traversant un mur. La matière visible et la masse gravitationnelle étaient séparées, spatialement séparées, visiblement séparées. C'est comme si vous regardiez deux camions entrer en collision frontale. Vous voyez les carrosseries se froisser, les débris s'arrêter sur la route. Mais les conducteurs, invisibles, continuent de rouler tout droit, comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Les conducteurs fantômes, c'est la matière noire. Le bullet cluster est considéré par beaucoup de physiciens comme la preuve la plus directe et la plus convaincante que la matière noire est une substance réelle, distincte de la matière ordinaire. Ce n'est pas simplement un effet de la gravité modifiée, c'est quelque chose de physiquement séparé de la matière visible. Une autre preuve monumentale est venue de l'étude du fond diffus cosmologique, ou CMB, pour Cosmic Microwave Background. C'est la lumière la plus ancienne de l'univers. Un rayonnement micro-ondes qui baigne l'ensemble du cosmos, vestige du moment où l'univers
est devenu transparent, environ 380 000 ans après le Big Bang. Avant ce moment, l'univers était un plasma opaque dans lequel la lumière ne pouvait pas voyager librement. Quand le plasma s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les protons et forment des atomes neutres, la lumière a été libérée. Et cette lumière voyage encore aujourd'hui, 13,8 milliards d'années plus tard, rougie et étirée par l'expansion de l'univers jusqu'à devenir un rayonnement micro-ondes à peine au-dessus du zéro absolu. Les satellites WMAP et Planck ont cartographié ce rayonnement avec une précision exquise, révélant de minuscules fluctuations de température, des variations de l'ordre d'un 100 millième de degré. Ces fluctuations ne sont pas aléatoires. Elles forment un motif caractéristique, une sorte d'empreinte digitale cosmique qui encode des informations sur la composition, la géométrie et l'histoire de l'univers. Et voici le point crucial. Ce motif, cette empreinte, ne correspond aux observations que si la matière noire existe. Sans matière noire, les fluctuations du CMB auraient un motif complètement différent. Les pics dans le spectre de puissance seraient au mauvais endroit avec les mauvaises amplitudes. La matière noire est littéralement inscrite dans la plus ancienne lumière de l'univers. Il y a encore une autre méthode fascinante par laquelle nous voyons la matière noire, bien qu'elle soit invisible. C'est la technique de la lentille gravitationnelle, prédite par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Selon Einstein, la masse courbe l'espace-temps, et la lumière qui voyage à travers cet espace-temps courbé suit cette courbure, déviant de sa trajectoire rectiligne. C'est comme si la masse agissait comme une loupe cosmique, déformant et amplifiant l'image des objets situés derrière elle. Quand un amas de galaxies massifs se trouve entre nous et une galaxie lointaine, la lumière de cette galaxie lointaine est courbée par la gravité de l'amas, créant des arcs, des anneaux, voire des images multiples de la même galaxie. En mesurant précisément la déformation de ces images, les astronomes peuvent calculer la masse totale de l'amas, y compris la masse invisible. Et ce qu'ils trouvent encore et encore, c'est que la masse gravitationnelle des amas est bien supérieure à la masse de la matière, visible seule. La technique de la lentille gravitationnelle nous permet littéralement de cartographier la distribution de la matière noire dans l'univers. Et les cartes qui en résultent sont à couper le souffle. Elles révèlent une vaste toile cosmique, un réseau de filaments et de nœuds de matière noire s'étendant à travers l'ensemble de l'univers observable, comme les fils d'une gigantesque toile d'araignée. Les galaxies et les amas de galaxies se trouvent au nœud et le long des filaments de cette toile invisible. Les vastes régions vides entre les filaments, les vides cosmiques, sont presque entièrement dépourvues de matière. Nous ne pouvons pas voir la matière noire, mais nous pouvons voir son ombre projetée sur le tissu de l'univers. Nous avons donc 4 piliers de preuves indépendants pour l'existence de la matière noire. Les courbes de rotation des galaxies, les amas de galaxies et leur dynamique, le fond diffus cosmologique et la lentille gravitationnelle. 4 méthodes complètement différentes, utilisant des physiques complètement différentes, observant des phénomènes complètement différents à des échelles complètement différentes, et toutes pointant vers la même conclusion. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, quelque chose de massif, quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la matière ordinaire seule.
Mais si nous savons que la matière noire existe, que pourrait-elle bien être? C'est la question à $1 trillion, et les physiciens y travaillent depuis des décennies avec une ingéniosité remarquable et, malheureusement, un succès direct très limité. Laissez-moi vous présenter les principaux candidats dans cette course à l'identification de la substance la plus abondante et la plus insaisissable de l'univers. Le candidat qui a dominé le paysage pendant des décennies porte le nom de WIMP, un acronyme anglais pour Weakly Interacting Massive Particles, c'est-à-dire des particules massives interagissant faiblement. Le concept est séduisant dans sa simplicité. Les WIMP seraient des particules relativement lourdes, peut-être 100 fois la masse d'un proton, qui n'interagissent avec la matière ordinaire que par la force gravitationnelle et la force nucléaire faible. Elles seraient complètement invisibles à la force électromagnétique, ce qui explique pourquoi elles n'émettent ni n'absorbent de lumière. Et il y a un argument théorique élégant en leur faveur, connu sous le nom de miracle WIMP. Si vous supposez l'existence d'une particule avec les propriétés typiques que les théories de supersymétrie prédisent, et que vous calculez la quantité de ces particules qui auraient survécu depuis le Big Bang, vous obtenez presque exactement la bonne quantité pour expliquer la matière noire observée. C'est comme si les mathématiques de la physique des particules et les observations cosmologiques se rencontraient miraculeusement au même point. Encouragés par cet argument, les scientifiques ont construit des détecteurs extraordinaires pour tenter de capturer une WIMP en flagrant délit d'interaction avec un atome ordinaire. Ces détecteurs sont des merveilles de technologie et d'ingénierie. Ils sont enterrés profondément sous terre, dans des mines abandonnées, en Italie, au Canada, en Chine, aux États-Unis, pour les protéger du bombardement constant de rayons cosmiques qui masquerait le signal infiniment faible d'une interaction de matière noire. Les détecteurs comme Xenon 1T, puis Xenon NT, LUX, puis LZ Panda X, chacun plus sensible que le précédent, utilisent des cuves remplies de xénon liquide ultra pur. Quand une particule interagit avec un atome de xénon, elle produit un minuscule flash de lumière et un petit signal électrique que les instruments peuvent détecter. Le problème, c'est que malgré des décennies d'efforts, des milliards de dollars investis et des détecteurs d'une sensibilité qui aurait semblé de la science-fiction il y a 30 ans, le score de détection directe de WIMP reste obstinément à 0. 0. Pas un seul signal confirmé. L'espace des paramètres possibles pour les WIMP, la gamme de masse et de section efficace d'interaction dans laquelle elles pourraient se cacher, rétrécit comme une peau de chagrin avec chaque nouvelle génération de détecteurs. Nous avons construit les instruments les plus sensibles de l'histoire humaine. Nous les avons enterrés sous des montagnes, et la matière noire nous a tout simplement ignorés. C'est comme organiser la fête la plus élaborée du monde et réaliser que l'invité d'honneur ne viendra peut-être jamais. Face à l'échec des WIMP, un autre candidat est monté en puissance ces dernières années, l'axion. L'axion est une particule hypothétique qui a été initialement proposée pour résoudre un problème complètement différent en physique des particules, le problème CP fort, une bizarrerie dans la manière dont la force nucléaire forte se comporte. Mais il s'avère que si les axions existent, ils auraient exactement les bonnes propriétés pour constituer la matière noire. Contrairement aux WIMPs, les axions seraient extrêmement légers
peut être 10 milliards de fois plus léger qu'un électron. Si léger, en fait, qu'il se comporterait davantage comme une onde que comme une particule, formant un champ oscillant qui baignerait l'ensemble de l'univers. Des expériences comme ADMX, l'action Dark Matter Experiment, tentent de détecter les actions en exploitant une propriété théorique fascinante. En présence d'un champ magnétique intense, un action pourrait se convertir en un photon, une particule de lumière, détectable avec des instruments suffisamment sensibles. C'est comme essayer d'entendre le murmure d'une fourmi dans un stade de football. La tâche est d'une difficulté presque inconcevable, mais les progrès technologiques sont constants et la communauté scientifique est de plus en plus enthousiaste à l'idée que les actions pourraient être la réponse. Il y a d'autres candidats encore. Les neutrinos stériles, par exemple, des cousins hypothétiques des neutrinos ordinaires, ces particules fantomatiques que nous connaissons déjà. Les neutrinos ordinaires interagissent très rarement avec la matière, mais ils interagissent par la force nucléaire faible. Les neutrinos stériles, s'ils existent, n'interagiraient même pas par cette force, uniquement par la gravité. Certaines observations en rayon X ont semblé montrer une raie d'émission à 3,5 kV qui pourrait être la signature de la désintégration de neutrinos stériles. Mais les résultats sont controversés et non confirmés. Puis, il y a les trous noirs primordiaux, des trous noirs qui se seraient formés non pas de l'effondrement d'étoiles massives, mais des fluctuations de densité extrême dans les tout premiers instants après le Big Bang. Ces trous noirs pourraient avoir des masses très variées, allant de la masse d'un astéroïde à des milliers de masses solaires. Si suffisamment de trous noirs primordiaux ont été créés, ils pourraient constituer tout ou partie de la matière noire. Cette idée a gagné en intérêt depuis que les observatoires d'ondes gravitationnelles, LIGO et Virgo, ont détecté des fusions de trous noirs avec des masses parfois surprenantes. Et comme nous le verrons, les observations de James Webb ont des implications directes pour cette hypothèse. Il y a aussi le concept de matière noire auto-interagissante, où les particules de matière noire interagiraient entre elles, pas avec la matière ordinaire, mais entre elles, à travers une force noire inconnue. Cela pourrait expliquer certains problèmes que le modèle standard de la matière noire froide a du mal à résoudre à l'échelle des galaxies individuelles, comme la distribution de la matière noire dans les centres des galaxies. Et au-delà de ces candidats spécifiques, il reste toujours la possibilité fascinante et humble que la matière noire soit quelque chose que personne n'a encore imaginé. L'histoire des sciences nous enseigne que la nature est souvent plus créative que nos théories. L'univers n'a aucune obligation de se conformer à notre imagination. Mais avant de plonger dans ce que James Webb a découvert, nous devons aborder l'éléphant dans la pièce cosmique, l'alternative radicale, l'idée hérétique qui refuse de mourir. Et si la matière noire n'existait tout simplement pas? Et si le problème n'était pas une particule manquante, mais une compréhension défaillante de la gravité elle-même? C'est exactement ce qu'a proposé le physicien israélien Mordechai Milgrom en 1983. Sa théorie, connue sous l'acronyme M1D pour Modified Newtonian Dynamics ou dynamique newtonienne modifiée, repose sur une idée d'une simplicité audacieuse. Milgrom a suggéré que les lois de Newton sur la gravité, qui fonctionnent parfaitement pour des accélérations fortes, comme celles que nous expérimentons sur Terre ou dans le système solaire, pourraient nécessiter une modification lorsque les accélérations deviennent extrêmement faibles,
le genre d'accélération que l'on trouve au bord des galaxies, là exactement où les courbes de rotation deviennent plates. Selon Monde, en dessous d'un certain seuil d'accélération, environ un 10 milliardième de l'accélération que vous ressentez à la surface de la Terre, la gravité ne diminue plus selon la loi du carré inverse habituelle. Au lieu de cela, elle diminue plus lentement. Maintenant, une force gravitationnelle plus forte que ce que Newton prédirait. Avec un seul nouveau paramètre, ce seuil d'accélération, Monde peut reproduire les courbes de rotation plates des galaxies sans invoquer la moindre matière noire, pas un gramme, pas un atome, juste la matière visible, plus une gravité modifiée. Et voici ce qui rend Monde si troublant pour ses détracteurs. La théorie fonctionne. Elle fonctionne remarquablement bien à l'échelle des galaxies. Non seulement elle reproduit les courbes de rotation des galaxies spirales avec une précision impressionnante, mais elle a fait des prédictions qui se sont révélées correctes avant même que les observations ne soient réalisées. Par exemple, Monde a prédit le comportement des galaxies à faible brillance de surface avant qu'elles ne soient étudiées en détail. La relation d'accélération radiale, une corrélation étroite entre l'accélération gravitationnelle observée et celle prédite par la matière visible seule, est une prédiction naturelle de Monde qui a été confirmée observationnellement. La relation baryonique de Tully-Fisher, qui relie la luminosité d'une galaxie à sa vitesse de rotation, est également une prédiction de Monde qui s'est avérée exacte. Mais Monde a aussi ses problèmes, et ils sont sérieux. À l'échelle des amas de galaxies, Monde ne fonctionne pas aussi bien. Même avec la gravité modifiée, il reste un déficit de masse dans les amas. Il faut encore de la matière invisible, bien que beaucoup moins que dans le modèle standard. Le Bullet Cluster est particulièrement problématique pour Monde, car la séparation observée entre la masse gravitationnelle et la matière visible est très difficile à expliquer sans une composante de matière réellement séparée. Et reproduire le spectre de puissance du fond diffus cosmologique, cette empreinte digitale de l'univers primitif, est un défi majeur pour Monde. Bien que des versions relativistes de la théorie, comme Thieves, aient tenté de s'y attaquer avec un succès partiel. La plupart des physiciens rejettent Monde, mais la théorie refuse obstinément de disparaître parce qu'elle continue de faire des prédictions correctes d'une manière qui embarrasse les modèles de matière noire. C'est comme un élève que le professeur refuse de reconnaître, mais qui continue d'avoir les meilleures notes de la classe. Et c'est cette tension, ce conflit non résolu entre matière noire et gravité modifiée, qui rend les découvertes de James Webb si explosives. Parce que Webb n'a pas simplement ajouté une donnée de plus à ce débat, il a potentiellement changé les termes du débat lui-même. Nous y sommes presque. Nous sommes sur le point d'entrer dans le cœur de notre histoire, ce que le télescope spatial James Webb a réellement trouvé, et pourquoi cela fait trembler les fondations de la cosmologie moderne. Mais, avant cela, je voudrais vous poser une question. Qu'en pensez-vous? Matière noire ou gravité modifiée? Qu'est-ce qui vous semble le plus probable? Laissez votre réponse dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Et maintenant, continuons notre voyage vers les étoiles les plus lointaines que l'humanité ait jamais observées. Pour comprendre pourquoi les découvertes de James Webb sont si révolutionnaires, nous devons d'abord comprendre ce qu'est cet instrument extraordinaire. Le télescope spatial James Webb n'est pas simplement un meilleur Hubble. C'est quelque chose de fondamentalement différent. C'est un bond technologique si radical qu'il est difficile de le comparer à quoi que ce soit dans l'histoire de la science. Si Hubble était une bougie dans l'obscurité,
Webb est un phare. Commençons par les yeux de Webb, son miroir primaire. Hubble possède un miroir de 2,4 mètres de diamètre, ce qui était révolutionnaire lors de son lancement en 1990. Le miroir de Webb fait 6,5 mètres de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux en beryllium recouverts d'or, chacun ajusté avec une précision nanométrique. La surface collectrice de Webb est environ 6 fois plus grande que celle de Hubble, ce qui signifie qu'il peut capter environ 6 fois plus de lumière. Mais la vraie révolution n'est pas dans la taille du miroir, c'est dans ce qu'il regarde. Hubble observe principalement en lumière visible et en ultraviolet, avec quelques capacités en infrarouge proche. Webb, lui, est un télescope infrarouge. Il observe dans l'infrarouge proche et moyen des longueurs d'onde que nos yeux ne peuvent pas voir. Pourquoi est-ce si important? Parce que la lumière des objets les plus lointains de l'univers, les premières galaxies, les premières étoiles, a été étirée par l'expansion de l'univers. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge ou redshift, fait que la lumière initialement émise dans l'ultraviolet ou le visible est décalée vers l'infrarouge lorsqu'elle nous atteint des milliards d'années plus tard. Pour voir les objets les plus anciens et les plus lointains, il faut observer en infrarouge. Et c'est exactement ce que Webb fait. Mais observer en infrarouge pose un problème fondamental. Tout ce qui est chaud émet de l'infrarouge. Votre corps émet de l'infrarouge. Le télescope lui-même émettrait de l'infrarouge s'il était à température ambiante, aveuglant ses propres instruments. La solution est aussi élégante que spectaculaire. Webb est équipé d'un bouclier solaire de la taille d'un court de tennis, 5 couches de matériaux réfléchissants, ultra fins, chacune plus fine qu'un cheveu humain, séparées par des espaces vides. Ce bouclier protège le télescope de la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune, maintenant les instruments à une température d'environ moins 233 degrés Celsius, juste 40 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, le télescope n'émet pratiquement aucun infrarouge et ses instruments peuvent détecter les photons les plus faibles et les plus anciens de l'univers. Et Webb n'orbite pas autour de la Terre comme Hubble. Il est stationné au point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans la direction opposée au Soleil. À cet endroit, la Terre, le Soleil et la Lune sont toujours du même côté du bouclier solaire, permettant au télescope de rester perpétuellement dans l'ombre et de maintenir sa température cryogénique. C'est un emplacement parfait pour un observatoire infrarouge. Et c'est aussi un endroit d'où aucune mission de réparation n'est possible. Si quelque chose ne fonctionnait pas, il n'y aurait pas de navette spatiale pour aller le réparer, comme cela avait été fait pour Hubble. Tout devait fonctionner du premier coup. Et c'est ici que l'histoire de Webb devient un thriller technologique. Le développement du télescope a pris plus de 20 ans et a coûté environ 10 milliards de dollars en faisant l'instrument scientifique le plus cher jamais construit. Plus de 1200 scientifiques, ingénieurs et techniciens de 14 pays ont contribué à sa création. Et le jour du lancement, le 25 décembre 2021, un cadeau de Noël pour l'humanité, le stress était à son comble, car Webb devait se déployer dans l'espace, contrairement à Hubble, qui a été lancé dans sa configuration finale. Webb devait être plié pour tenir dans la coiffe de la fusée Ariane 5, puis se déplier automatiquement pendant 1 mois dans le vide de l'espace.
Ce déploiement impliquait 344 points de défaillance unique, 344 étapes où un seul dysfonctionnement, un moteur bloqué, une charnière grippée, une couche de bouclier solaire mal tendue aurait pu condamner la totalité de la mission. 30 jours d'angoisse, 30 jours pendant lesquels les ingénieurs de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne ont retenu leur souffle collectif. Le bouclier solaire s'est déployé, couche par couche. Les segments du miroir se sont dépliés. Un par un, les instruments se sont refroidis, lentement. Et chaque étape a fonctionné, parfaitement, sans un seul problème. Certains ont appelé cela la plus grande réussite d'ingénierie de l'histoire humaine. Et quand on considère la complexité, les risques et l'absence totale de marge d'erreur, il est difficile de les contredire. Ce télescope est un témoignage de ce que l'humanité peut accomplir quand elle canalise son intelligence, sa créativité et sa détermination vers un objectif commun. Et ce qu'il allait nous montrer dépasserait toutes les attentes et tous les cauchemars des cosmologistes théoriciens. Le 12 juillet 2022, la NASA a publié les premières images en couleur du télescope James Webb. Le monde a retenu son souffle. Et puis, le monde a regardé et le monde a été subjugué. La première image, Deep Field, ciblant l'amas de galaxies SMACS 0723, montrait des milliers de galaxies dans un minuscule patch de ciel. Un patch de la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras. Des galaxies de toutes formes, de toutes tailles, de toutes couleurs, certaines vues telles qu'elles étaient, il y a plus de 13 milliards d'années. Et parmi ces galaxies, des arcs de lumière courbés, les signatures de la lentille gravitationnelle, les empreintes de la matière noire visibles dès la toute première image. L'univers murmurait déjà à propos de la matière noire dès le premier jour. Mais ce n'étaient pas les belles images qui allaient provoquer la crise. C'étaient les données, les spectres, les redshifts, les masses stellaires calculées, les luminosités mesurées. Car quand les scientifiques ont commencé à analyser en profondeur ce que Webb leur montrait, ils ont réalisé que quelque chose ne collait pas. Quelque chose ne collait pas du tout. Voici comment James Webb étudie la matière noire. Et voici pourquoi ses capacités sont uniques. Webb utilise plusieurs approches complémentaires. D'abord, l'analyse de la lentille gravitationnelle, à la fois forte, les arcs spectaculaires et les anneaux d'Einstein, et faible, les déformations subtiles des formes des galaxies d'arrière-plan. La vision infrarouge de Webb lui permet de voir plus de galaxies d'arrière-plan que n'importe quel télescope précédent, fournissant un échantillonnage statistique plus riche pour la cartographie de la matière noire. Ensuite, Webb étudie la formation et l'évolution des galaxies aux redshifts les plus élevés, les époques les plus reculées, là où les modèles de matière noire font leurs prédictions les plus distinctives. Webb mesure les masses des amas de galaxies, analyse les spectres des galaxies lointaines pour déterminer leur composition, leur âge et leur masse stellaire, et compare les masses dynamiques avec les masses stellaires pour déduire le contenu en matière noire. Et c'est avec ces outils que Webb a commencé à déconstruire nos certitudes. Laissez-moi maintenant vous emmener au cœur de la tempête. Selon le modèle standard de la cosmologie lambda CDM, la formation des structures dans l'univers suit un scénario bien défini. D'abord, les fluctuations quantiques dans l'univers très primitif sont amplifiées par l'inflation cosmique,
créant de minuscules variations de densité. La matière noire, parce qu'elle n'interagit pas avec la lumière et n'est pas freinée par la pression de radiation, commence à s'effondrer gravitationnellement autour de ces fluctuations bien avant la matière ordinaire. Elle forme des halos, des structures sphériques de matière noire qui grandissent au fil du temps en absorbant de la matière noire environnante et en fusionnant avec d'autres halos. Ce processus est hiérarchique. Les petits halos se forment en premier, puis fusionnent pour former des halos plus grands, qui fusionnent à leur tour pour former des halos encore plus grands. C'est ce qu'on appelle la formation hiérarchique des structures, ou bottom-up structure formation. C'est seulement après que les halos de matière noire sont suffisamment grands et profonds que la matière ordinaire, le gaz hydrogène et hélium, tombe dans ces puits de potentiel gravitationnel, se refroidit, se condense et finit par former des étoiles et des galaxies. Ce processus prend du temps, beaucoup de temps. Selon lambda CDM, dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, les galaxies devraient être petites, irrégulières, chaotiques, des protogalaxies en cours d'assemblage, pas des structures massives et bien organisées. Les grosses galaxies massives, comme notre propre Voie lactée, ne devraient apparaître que bien plus tard dans l'histoire cosmique, après des milliards d'années de fusion et d'accumulation progressive. Le modèle est clair, le modèle est élégant, le modèle est mathématiquement rigoureux. Et James Webb l'a regardé droit dans les yeux et a dit « non ». Car voici ce que Webb a trouvé, des galaxies massives, matures, bien structurées, existant seulement 300 à 500 millions d'années après le Big Bang. Des galaxies qui n'avaient aucun droit d'être là. Des galaxies trop grandes, trop brillantes, trop organisées, trop anciennes pour le temps cosmique ridiculement court qui s'était écoulé depuis le Big Bang. C'est comme si vous visitiez une maternité et que vous y trouviez un adulte de 30 ans complètement formé, avec un diplôme universitaire et un prêt immobilier. Ce n'est pas censé arriver. Les bébés sont censés être des bébés. Les premières découvertes sont venues des programmes d'observation CRS, GLASS et JADES. Le candidat CRS 93316 a initialement été estimé à un redshift de 16,7, ce qui en aurait fait la galaxie la plus lointaine jamais observée, existant seulement environ 250 millions d'années après le Big Bang. Bien que des analyses ultérieures aient révisé ce redshift, la galaxie restait remarquablement ancienne. GLASS-13 et GLASS-12 ont été parmi les premières galaxies confirmées aux redshifts les plus élevés. G9P3, un système de galaxies en fusion, a montré que des interactions complexes se produisaient déjà à des époques incroyablement précoces. Mais le véritable choc n'est pas venu d'une galaxie individuelle. Il est venu du nombre de ces galaxies. Étude après étude, les astronomes utilisant les données de Webb trouvaient 2 à 5 fois plus de galaxies massives au redshift élevé que ce que le modèle lambda CDM avait prédit. Ce n'était pas une anomalie statistique, ce n'était pas un artefact instrumental, c'était un motif systématique, reproductible, confirmé par des équipes indépendantes utilisant des méthodes d'analyse différentes. Le modèle standard de la cosmologie avait un problème, un gros problème, et ce problème est directement lié à la matière noire. Car dans lambda CDM, les halos de matière noire sont le fondement sur lequel les galaxies se construisent. Si des galaxies massives existent à des époques aussi précoces,
cela signifie que l'une de ces choses doit être vraie, soit la formation stellaire était incroyablement plus efficace que nous le pensions. Les étoiles se formaient à un rythme frénétique, convertissant le gaz en étoile avec une efficacité proche de 100%, ce qui est physiquement difficile à justifier. Soit les halos de matière noire se sont formés beaucoup plus rapidement que les simulations ne le prédisent, ce qui remettrait en question les propriétés fondamentales de la matière noire elle-même. Soit le modèle de matière noire est tout simplement faux, ou au minimum gravement incomplet. Les médias scientifiques ont baptisé ces galaxies les briseurs d'univers, Universe Breakers en anglais. Et pour une fois, l'hyperbole médiatique n'était pas très éloignée de la réalité. Ces galaxies ne brisent pas l'univers lui-même, bien sûr, mais elles brisent potentiellement notre modèle de l'univers, ce qui, pour un cosmologiste théoricien, revient presque au même. La revue Nature a publié des articles décrivant des galaxies avec des masses stellaires de 10 à 100 milliards de masses solaires à l'aube cosmique, une époque où l'univers avait à peine quelques centaines de millions d'années. Pour mettre cela en perspective, notre propre galaxie, la Voie lactée, a une masse stellaire d'environ 50 milliards de masses solaires et elle a mis plus de 13 milliards d'années à l'accumuler. Trouver des galaxies de masse comparable qui existaient quand l'univers avait moins de 5% de son âge actuel est déroutant. C'est le moins qu'on puisse dire. L'étude de Labbé et collaborateurs, publiée en 2023, a été particulièrement percutante. L'équipe a identifié plusieurs galaxies candidates à des redshifts supérieurs à 7, correspondant à des époques où l'univers avait moins de 700 millions d'années, avec des masses stellaires qui défiaient les prédictions. Les confirmations spectroscopiques ultérieures ont montré que certaines de ces galaxies avaient des redshifts légèrement différents de ceux qui avaient été estimés photométriquement, et certaines avaient des masses stellaires révisées à la baisse. Mais la tendance générale tenait bon. Il y avait trop de galaxies massives trop tôt. Michael Boylan-Kolchin, dans un article influent de 2023, a démontré mathématiquement que même les estimations les plus conservatrices des masses de ces galaxies précoces étaient en tension avec les prédictions de lambda CDM. Il a montré que pour que ces galaxies existent dans un univers dominé par la matière noire froide, il faudrait que presque tout le gaz baryonique disponible dans les halos de matière noire correspondants ait été converti en étoiles. Une efficacité de formation stellaire proche de 100%. Or, dans les galaxies que nous observons à des époques plus tardives, l'efficacité de formation stellaire est typiquement de 10 à 20%. Demander une efficacité de 100% est, pour utiliser un euphémisme scientifique, non trivial. Pour utiliser un langage plus direct, c'est physiquement absurde. Bien sûr, les scientifiques sont méthodiques et ils ont exploré toutes les explications possibles avant de céder à la panique cosmologique. Peut-être que certaines de ces galaxies abritent des noyaux galactiques actifs, des trous noirs supermassifs en phase d'accrétion intense, dont la luminosité ferait paraître les galaxies plus massives qu'elles ne le sont réellement. C'est une possibilité réelle, et certaines des galaxies initialement identifiées comme impossibles se sont en effet révélées être amplifiées par l'activité de trous noirs. Peut-être aussi que nos estimations de masse stellaire sont biaisées, que les modèles que nous utilisons pour convertir la luminosité en masse stellaire ne sont pas fiables au redshift
très élevés. C'est possible, car ces modèles ont été calibrés sur des galaxies locales et pourraient ne pas s'appliquer aux conditions extrêmes de l'univers primitif. Peut-être que la fonction de masse initiale, la distribution des masses avec laquelle les étoiles naissent, était différente dans l'univers primitif, avec plus d'étoiles massives et brillantes qui rendraient les galaxies plus lumineuses sans nécessiter plus de masse totale. Peut-être que la contamination par la poussière affecte les redshifts photométriques, faisant paraître les galaxies plus lointaines qu'elles ne le sont. Chacune de ces explications a du mérite. Chacune résout une partie du problème, mais collectivement, elles ne résolvent pas tout le problème. La tendance persiste. Le surplus de galaxies massives précoces est réel, et il résiste aux tentatives les plus créatives de le faire disparaître. Les scientifiques ont essayé chaque porte de sortie, chaque échappatoire, et la crise est restée là, bras croisés, imperturbable, attendant patiemment qu'on la prenne au sérieux. Ce qui rend la situation encore plus fascinante, c'est que les découvertes de Webb sur les galaxies précoces ne sont pas un problème isolé. Elles s'inscrivent dans un réseau croissant de tensions et d'anomalies qui, ensemble, dessinent l'image d'un modèle cosmologique sous pression de toutes parts. Laissez-moi vous emmener plus profondément dans ce réseau de mystères, en commençant par ce que Webb nous a montré à travers les lentilles gravitationnelles les plus détaillées jamais observées. La capacité de Webb à réaliser des observations de lentilles gravitationnelles est sans précédent. Sa vision infrarouge lui permet de voir davantage de galaxies d'arrière-plan, celles dont la lumière est courbée par la masse des amas au premier plan, fournissant un échantillon statistique plus riche et plus profond que tout ce qui était possible avant. Sa résolution angulaire plus élevée permet des mesures plus précises des formes des galaxies distordues. Et sa capacité à observer à des longueurs d'onde plus longues signifie qu'il peut étudier la lentille gravitationnelle produite par des amas plus lointains, à des époques plus reculées de l'histoire cosmique. L'un des objets les plus spectaculaires observés par Webb est l'amas Abell 2744, surnommé l'amas de Pandore. C'est un site de collision cosmique multiple. Au moins 4 amas de galaxies sont en train de fusionner dans un chaos gravitationnel d'une ampleur stupéfiante. Les observations profondes de Webb ont révélé des milliers de galaxies d'arrière-plan supplémentaires par rapport à ce que Hubble avait pu voir, permettant une cartographie de la matière noire d'une finesse sans précédent. Les cartes résultantes montrent la distribution de la matière noire avec un niveau de détail qui était tout simplement impossible il y a quelques années. On peut voir des sous-structures à l'intérieur de la matière noire, des grumeaux à l'intérieur de grumeaux, des condensations à l'intérieur de condensations, reflétant la nature hiérarchique de la formation des structures. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Certaines études utilisant les données de lentilles gravitationnelles de Webb trouvent que les concentrations de matière noire dans certains amas sont plus élevées que ce que les simulations prédisent. La relation concentration-masse, qui décrit comment la densité centrale d'un halo de matière noire varie avec sa masse totale, semble montrer des déviations par rapport aux attentes théoriques. Certains halos sont trop concentrés, trop denses en leur centre. D'autres études trouvent que les centres des halos de matière noire sont plus lisses que prévu, revisitant le vieux problème Ker-Cuspide ou Core-Cusp Problem, qui a tourmenté la cosmologie de la matière noire froide pendant des décennies selon les simulations
les halos de matière noire devraient avoir des profils de densité en cuspide, avec une densité qui augmente de plus en plus vers le centre, formant un pic aigu. Mais les observations de nombreuses galaxies, en particulier les galaxies naines, montrent des profils en cœur, avec une densité relativement uniforme au centre, formant un plateau plutôt qu'un pic. Les données de Webb ajoutent de nouvelles pièces à ce puzzle, mais ne le résolvent pas de manière définitive. À plus petite échelle, Webb détecte des effets de lentilles gravitationnelles provenant de petits amas de matière noire, des sous-halos, qui n'ont peut-être aucune galaxie visible associée. Ce sont des fantômes gravitationnels, des concentrations de matière noire, pure, sans étoiles, sans gaz, sans lumière, détectables uniquement par leur effet sur la lumière des galaxies derrière elles. L'existence de ces sous-halos sombres est une prédiction clé du modèle de matière noire froide. Les simulations prédisent des centaines, voire des milliers de ces sous-halos autour de chaque galaxie massive. Mais quand nous regardons autour de la Voie lactée, nous ne voyons qu'une cinquantaine de galaxies satellites, bien moins que ce que les simulations prédisent. C'est le problème des satellites manquants. Webb offre potentiellement une solution. Peut-être que les satellites ne manquent pas du tout. Peut-être qu'ils sont là, mais ils sont simplement invisibles, des halos de matière noire sans étoiles. Et les détections de micro-lentilles gravitationnelles par Webb pourraient confirmer leur existence. Si c'est le cas, ce serait une victoire pour le modèle de matière noire froide. Mais si les sous-halos détectés sont moins nombreux ou ont des propriétés différentes de ce que les simulations prédisent, ce serait un problème supplémentaire. Webb a également capturé les anneaux d'Einstein les plus beaux et les plus détaillés jamais observés. Un anneau d'Einstein se forme quand une galaxie d'arrière-plan est presque parfaitement alignée avec une galaxie ou un amas au premier plan. La gravité de l'objet au premier plan courbe la lumière de l'objet d'arrière-plan en un cercle presque parfait autour de lui. Chaque anneau d'Einstein encode des informations précises sur la distribution exacte de la masse de l'objet lentille, y compris la masse invisible. Les analyses de ces anneaux par Webb fournissent des contraintes de plus en plus serrées sur les propriétés de la matière noire, restreignant les modèles possibles et éliminant certaines hypothèses. Au-delà des amas individuels et des anneaux d'Einstein, Webb nous donne une vue sans précédent sur la toile cosmique elle-même, cette structure à grande échelle de l'univers qui est la signature la plus grandiose de la matière noire. L'univers n'est pas une distribution aléatoire de galaxies. Quand on regarde à suffisamment grande échelle, on voit un réseau de filaments, de longues structures allongées de galaxies et de gaz connectant des nœuds massifs, les amas de galaxies avec d'immenses vides entre les filaments. C'est la toile cosmique, et elle ressemble de manière troublante à un réseau neuronal. Si vous pouviez voir la matière noire, l'univers ressemblerait à un cerveau géant, et vous vivriez sur une minuscule synapse quelque part dans un filament ordinaire. Webb observe cette toile cosmique à des redshifts de plus en plus élevés, nous montrant son état à des époques de plus en plus reculées. Et ce qu'il trouve est surprenant, la toile cosmique était déjà remarquablement structurée à des époques très précoces. Des proto-amas, les précurseurs des amas de galaxies, sont identifiés à des redshifts supérieurs à 7, ce qui signifie que des surdensités significatives de galaxies existaient déjà quand l'univers avait moins de 700 millions d'années. Des filaments reliant ces proto-amas sont détectés.
L'environnement cosmique à grande échelle était plus mature, plus organisé, plus structuré que ce que les modèles prédisaient. Ce n'est pas seulement une question de galaxies individuelles précoces. C'est l'environnement entier qui est plus évolué que prévu. Ce n'est pas un seul enfant précoce. C'est une école entière de prodiges. L'univers primitif était en avance sur le programme et personne ne sait exactement pourquoi. Les implications pour la matière noire sont directes. La matière noire froide, le modèle standard, prédit un rythme spécifique de formation des structures. Si les structures se forment trop vite, il y a un problème avec les propriétés de la matière noire. La matière noire froide s'agglutine à toutes les échelles, mais le rythme de cette agglutination est déterminé par la cosmologie et par les propriétés de la matière noire elle-même. Trouver des structures trop développées trop tôt est comme trouver un chêne centenaire dans un jardin planté le mois dernier. Soit l'arbre a poussé incroyablement vite, soit il a été planté beaucoup plus tôt que vous ne le pensiez, soit vos modèles de croissance des arbres sont fondamentalement erronés. Webb ne se contente pas de regarder le passé lointain. Il étudie aussi les galaxies à des époques intermédiaires, ce que les cosmologistes appellent le midi cosmique, la période entre 2 et 6 milliards d'années après le Big Bang, quand le taux de formation stellaire de l'univers était à son maximum. À ces époques, Webb peut mesurer les courbes de rotation des galaxies, exactement le même type de mesure que Vera Rubin a fait pour les galaxies proches dans les années 1970. Et les résultats préliminaires sont intrigants. Certaines galaxies massives à ces distances montrent des courbes de rotation déclinantes, ce qui signifie que les étoiles, au bord de ces galaxies, se déplacent plus lentement que celles proches du centre. C'est exactement le contraire de ce que Rubin a observé dans les galaxies proches où les courbes sont plates. Des courbes déclinantes suggèrent que la matière noire représente une fraction plus faible de la masse totale dans ces galaxies anciennes, que les galaxies à cette époque étaient dominées par la matière baryonique, pas par la matière noire. Cela pourrait signifier que l'influence de la matière noire sur les galaxies individuelles a augmenté au cours du temps, que les halos de matière noire ont grandi et sont devenus plus dominants à mesure que l'univers vieillissait. C'est une observation fascinante qui peut être cohérente avec certaines versions du modèle de matière noire froide. Les galaxies jeunes pourraient être dans un état où la matière baryonique est encore concentrée et dominante avant que l'accrétion de matière noire ne change la donne. Mais c'est aussi une observation qui nécessite un ajustement fin des modèles. Il faut comprendre pourquoi les galaxies à haut redshift ont des fractions de matière noire si différentes des galaxies locales, et s'assurer que l'évolution est cohérente. Parlons maintenant des galaxies naines, car elles représentent les laboratoires les plus purs pour étudier la matière noire. Les galaxies naines, de petites galaxies avec seulement quelques millions ou quelques milliards d'étoiles, contre les centaines de milliards de notre Voie lactée, sont dominées par la matière noire. Dans certains cas, jusqu'à 99% de leur masse est constituée de matière noire. Elles sont, en quelque sorte, les objets les plus sombres de l'univers, des constructions faites presque entièrement d'invisibles. Le modèle de matière noire froide a toujours eu des difficultés avec les galaxies naines. Le problème « too big to fail », trop gros pour échouer, se réfère au fait que les simulations prédisent des sous-halos de matière noire tellement massifs autour de la Voie lactée qu'ils devraient nécessairement contenir des galaxies visibles.
mais on ne les observe pas. Le problème de la diversité se réfère au fait que les galaxies naines réelles montrent une variété de courbes de rotation beaucoup plus grande que ce que les simulations prédisent. Certaines galaxies naines ont des halos de matière noire très concentrés, d'autres très diffus, et les simulations standards produisent des halos beaucoup trop uniformes. Ce sont les plus grands défis pour la matière noire froide, qui ne viennent pas du cosmos lointain, mais de notre propre voisinage galactique. Les plus grands problèmes viennent des plus petites galaxies. Webb peut maintenant étudier des galaxies naines, à des distances beaucoup plus grandes qu'auparavant, ajoutant des échantillons statistiques et sondant les propriétés des galaxies naines dans différents environnements et à différentes époques. Est-ce que les galaxies naines lointaines montrent les mêmes anomalies que les locales? Est-ce que le problème s'aggrave ou se résout à des redshifts plus élevés? Les données sont encore en cours d'analyse, mais chaque nouvelle observation ajoute une pièce au puzzle. Il y a aussi ces objets étranges, les galaxies ultra-diffuses qui semblent avoir très peu de matière noire. L'exemple le plus célèbre est NGC 1052-DF2, une galaxie découverte en 2018 qui semblait contenir très peu, voire pas du tout, de matière noire. Sa découverte a fait sensation, car elle semblait défier à la fois le modèle de matière noire, ET, les alternatives, comme MND. Comment expliquer une galaxie sans matière noire? Ironiquement, l'existence de galaxies sans matière noire est en fait un argument en faveur du modèle de matière noire et contre monde. Car si la gravité modifiée est la bonne explication, alors toutes les galaxies devraient montrer les mêmes effets de gravité modifiée. Vous ne pouvez pas avoir de la gravité modifiée dans une galaxie et pas dans une autre. C'est une propriété universelle de la physique. Mais si la matière noire est une substance physique, il est tout à fait possible que certaines galaxies en aient beaucoup et d'autres en aient peu, selon leur histoire de formation. Une galaxie pourrait perdre sa matière noire lors d'interactions gravitationnelles avec d'autres galaxies, par exemple. L'absence de matière noire dans certaines galaxies est donc paradoxalement une preuve que la matière noire est réelle et non un artefact de la gravité modifiée. Webb aide à étudier davantage de ces galaxies ultra-diffuses et déficientes en matière noire, cherchant à comprendre le spectre complet des contenus en matière noire dans les galaxies. Des galaxies naines dominées à 99% par la matière noire aux galaxies ultra-diffuses qui semblent en être presque dépourvues. Ce spectre de diversité est un test crucial pour les modèles. Et puis, il y a la question des trous noirs supermassifs, qui est devenu l'un des sujets les plus brûlants de l'astronomie grâce à Webb. Webb a découvert des trous noirs supermassifs dans l'univers primitif, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus massifs que quiconque ne l'avait anticipé. Des trous noirs avec des masses de centaines de millions, voire de milliards de masses solaires, existant quand l'univers avait moins d'1 milliard d'années. C'est un problème colossal, car former un trou noir supermassif prend normalement beaucoup de temps. Un trou noir stellaire, celui qui se forme quand une étoile massive meurt, a typiquement une masse de quelques dizaines de masses solaires. Pour passer de quelques dizaines à 1 milliard de masses solaires, il faut accréter énormément de matière. Et il y a des limites physiques à la vitesse à laquelle un trou noir peut accréter, la limite d'Eddington. Comment ces trous noirs sont-ils devenus si massifs si rapidement?
Plusieurs mécanismes ont été proposés. Les graines légères, des trous noirs stellaires formés par les premières étoiles massives qui auraient ensuite grandi par accrétion continue. Les graines lourdes, des trous noirs formés par l'effondrement direct de nuages de gaz massifs sans passer par le stade stellaire. Et voici où la matière noire entre en jeu. Les halos de matière noire jouent un rôle crucial dans la fourniture de l'environnement gravitationnel nécessaire pour que ces mécanismes fonctionnent. Sans des halos de matière noire suffisamment massifs et concentrés, les trous noirs primordiaux ne peuvent pas croître assez vite. Mais si les halos de matière noire n'étaient pas assez gros assez tôt, ce qui est le même problème que pour les galaxies impossibles, comment les trous noirs ont-ils pu devenir supermassifs? Et il y a une autre possibilité, plus spéculative, mais fascinante. Et si certains de ces trous noirs étaient des trous noirs primordiaux, formés directement par les fluctuations de densité dans l'univers très primitif, dans les premières fractions de seconde après le Big Bang? Si c'est le cas, ces trous noirs primordiaux pourraient constituer tout ou partie de la matière noire elle-même. Les observations de Webb, en révélant l'abondance surprenante de trous noirs massifs dans l'univers primitif, relancent cette hypothèse avec une vigueur nouvelle. Arrêtons-nous un instant. Nous avons parcouru beaucoup de chemin dans ce voyage, et je veux m'assurer que vous saisissez l'ampleur de ce qui se passe. Nous sommes en train de traverser une avalanche de découvertes. Le tableau qui émerge est complexe, magnifique et terrifiant en même temps. Magnifique parce que nous en apprenons plus sur l'univers que jamais auparavant. Terrifiant parce que ce que nous apprenons remet en question presque tout ce que nous pensions savoir. Si vous êtes encore avec moi à ce stade, vous êtes un véritable explorateur cosmique. Prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment cette vidéo à atteindre d'autres esprits curieux comme le vôtre. Et maintenant, plongeons encore plus profondément. Les galaxies impossibles ne sont pas le seul problème que Webb a mis en lumière. Il y a toute une constellation de tensions dans le modèle cosmologique standard, et Webb est en train de les amplifier une par une. Parlons de la tension de Hubble, l'un des problèmes les plus embarrassants de la cosmologie contemporaine. Le taux d'expansion de l'univers, connu sous le nom de constante de Hubble, et noté H0, est l'un des paramètres les plus fondamentaux de la cosmologie. Il détermine la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres et, par extension, l'âge et la taille de l'univers observable. Le problème est que nous obtenons deux valeurs différentes de H0 selon la méthode de mesure utilisée, et ces deux valeurs ne sont pas compatibles. D'un côté, les mesures basées sur le fond diffus cosmologique, l'observation de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang, ajusté par le modèle lambda CDM, donnent une valeur d'environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. De l'autre côté, les mesures locales, basées sur l'observation d'étoiles variables céphéides et de supernovae de type 1A dans l'univers relativement proche, donnent une valeur d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. La différence peut sembler modeste, mais elle est statistiquement très significative, entre 4 et 6 sigma selon les analyses, ce qui signifie qu'il y a moins d'une chance sur 1 million qu'elle soit due au hasard. Webb devait aider à résoudre cette tension. Son acuité sans précédent dans l'infrarouge permet de mesurer les distances des céphéides et des supernovae avec une précision accrue, réduisant les erreurs systématiques potentielles dans l'échelle
de distance cosmique. Et qu'a trouvé Webb? Il a confirmé la valeur locale élevée. Les mesures de Webb des céphéides dans les galaxies hautes de supernovae de type 1A ont montré que les résultats précédents de Hubble étaient corrects. Les erreurs systématiques étaient minimales. La tension est réelle. Ce n'est pas une erreur de mesure. Webb n'a pas résolu la crise, il l'a officialisée, et voici pourquoi cela concerne la matière noire. Certaines des solutions proposées pour la tension de Hubble impliquent des modifications des propriétés de la matière noire. Par exemple, si la matière noire interagit avec elle-même ou avec la radiation dans l'univers primitif d'une manière que le modèle standard ne capture pas, cela pourrait modifier le taux d'expansion. Si la matière noire se désintègre lentement, transformant une partie de sa masse en radiation ou en particules plus légères, cela aussi pourrait affecter l'expansion. La tension de Hubble n'est peut-être pas un problème de mesure, mais un indice que quelque chose de fondamental dans notre compréhension de la matière noire ou de la physique en général est incomplet. Il y a aussi la tension S8, un problème parallèle qui concerne non pas le taux d'expansion de l'univers, mais sa grumosité, la mesure dans laquelle la matière est agglutinée en structure plutôt que distribuée uniformément. Le paramètre S8 quantifie cette grumosité, et tout comme pour la constante de Hubble, nous obtenons deux valeurs différentes selon la méthode utilisée. Les prédictions basées sur le CMB, l'univers primitif, suggèrent que l'univers devrait être plus grumeleux que ce que les relevés de lentilles gravitationnelles faibles de l'univers récent observent réellement. L'univers semble être plus lisse que prévu. Si l'univers est moins grumeleux que ce que la matière noire froide prédit, cela pourrait indiquer que la matière noire est moins froide qu'on ne le pensait, qu'elle se déplace plus vite, lissant les petites structures, ou que la matière noire interagit avec elle-même, redistribuant sa densité, ou qu'elle se désintègre, réduisant la quantité totale de matière noire au fil du temps. Chacune de ces possibilités représente un écart par rapport au modèle standard et nécessiterait une révision de notre compréhension de la nature de la matière noire. Les observations à haute résolution de Webb au redshift élevé ajoutent des points de données cruciaux à ce débat. En mesurant la distribution de la matière à des époques de plus en plus reculées, Webb aide à retracer l'évolution de la grumosité cosmique au cours du temps, fournissant des contraintes sur les propriétés de la matière noire qui n'étaient pas accessibles auparavant. Et dans le contexte de la bataille entre matière noire et monde, les observations de Webb ajoutent une complexité fascinante, car certaines des découvertes de Webb semblent favoriser les prédictions de monde. La relation d'accélération radiale, cette corrélation étroite entre l'accélération gravitationnelle observée dans les galaxies et celle prédite par la distribution de la matière visible seule, semble tenir même au redshift élevé. C'est exactement ce que monde prédit, car dans monde, la dynamique des galaxies est entièrement déterminée par la distribution de la matière visible. La matière noire froide peut aussi potentiellement reproduire cette relation, mais cela nécessite un ajustement fin que monde obtient naturellement et simplement. De plus, la maturité surprenante des galaxies précoces trouvées par Webb est plus facile à expliquer dans le cadre de monde que dans celui de lambda CDM. Pourquoi? Parce que dans monde, la formation des galaxies ne dépend pas de la lente croissance hiérarchique des halos de matière noire. La gravité modifiée est plus efficace pour concentrer la matière baryonique
et former des structures rapidement. Les galaxies massives pourraient se former plutôt dans un univers gouverné par monde que dans un univers gouverné par la matière noire froide. Mais d'autres observations de Webb défiant monde, les cartes de lentilles gravitationnelles qui montrent de la masse séparée de la matière visible, comme dans les amas en collision, sont très difficiles à expliquer sans une composante de masse physiquement séparée. L'existence de galaxies déficientes en matière noire est, comme nous l'avons vu, problématique pour monde, et les structures à grande échelle de l'univers restent un défi majeur pour toute théorie de gravité modifiée qui n'inclut pas de matière noire. Monde continue d'obtenir des résultats corrects là où elle ne devrait pas. Et la matière noire continue de se tromper là où elle ne devrait pas. L'univers semble se moquer des deux équipes à la fois, refusant de se ranger nettement dans l'un ou l'autre camp. Il y a un autre développement fascinant que Webb contribue à éclairer, même si ce n'est pas directement à travers ses propres observations. C'est le lien entre les résultats de Webb et les relevés spectroscopiques à grande échelle, en particulier ceux de DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument. DESI mesure les oscillations acoustiques baryoniques, ces ondulations dans la distribution de la matière, qui sont les échos fossilisés des ondes sonores qui parcouraient l'univers primitif. Ces oscillations fournissent une règle standard qui permet de mesurer les distances cosmiques et le taux d'expansion de l'univers avec une grande précision. Les résultats préliminaires de DESI, combinés avec les données de Webb et du CMB, ont suggéré quelque chose d'inattendu. L'énergie noire pourrait ne pas être constante. Le modèle lambda CDM suppose que l'énergie noire est une constante cosmologique, la même en tout lieu et en tout temps. Mais les données de DESI suggèrent que l'énergie noire pourrait changer avec le temps, qu'elle était peut-être plus forte dans le passé et s'affaiblit, ou vice-versa. Si l'énergie noire est dynamique, cela a des implications profondes pour l'ensemble du modèle cosmologique, y compris la matière noire. Car les propriétés de la matière noire et de l'énergie noire sont interconnectées à travers les équations qui décrivent l'expansion et l'évolution de l'univers. Modifier l'une nécessite de reconsidérer l'autre. Tout est connecté. Tirez un fil et toute la tapisserie cosmique commence à se défaire. Webb mesure également la fonction de luminosité ultraviolette des galaxies aux redshifts les plus élevés. Essentiellement, il compte combien de galaxies existent à chaque niveau de luminosité à chaque époque. Et les résultats sont, encore une fois, en tension avec les prédictions. Il y a plus de galaxies brillantes à des redshifts supérieurs à 10 que n'importe quel modèle ne l'avait prédit. L'excès est significatif et persistant. On peut l'expliquer partiellement par des phénomènes de formation stellaire stochastique, des bouffées soudaines et intenses de formation d'étoiles qui rendraient les galaxies temporairement plus brillantes, ou par une extinction par la poussière réduite dans l'univers primitif. Mais là encore, ces explications partielles ne rendent pas compte de la totalité du signal. Webb étudie aussi les environnements des quasars les plus anciens, ces trous noirs supermassifs en accrétion active qui sont parmi les objets les plus lumineux de l'univers. Les observations montrent que ces quasars résident dans des régions surdenses, des régions avec plus de galaxies que la moyenne, ce qui est conforme à l'idée que la matière noire se concentre d'abord et que les structures les plus massives se forment au sommet de densité les plus élevées. C'est un bon point pour le modèle de matière noire. Mais les trous noirs eux-mêmes
avec leurs masses impossibles à ces époques précoces. Reste un casse-tête que le modèle standard peine à résoudre, N. Toutes ces tensions, toutes ces anomalies, toutes ces surprises convergent vers une conclusion inévitable. Le modèle cosmologique standard, tel qu'il est actuellement formulé, est incomplet. Quelque chose manque. Quelque chose doit changer. La grande question qui agite la communauté des physiciens et des cosmologistes du monde entier est: quoi exactement doit changer? Et c'est ici que nous entrons dans le territoire le plus excitant et le plus spéculatif de notre voyage. Car face à ces défis, les théoriciens n'ont pas manqué d'imagination. De nouvelles théories émergent, certaines élégantes, d'autres audacieuses, d'autres carrément étranges, toutes tentant de réconcilier ce que Webb nous montre avec notre compréhension fondamentale de la physique. La première de ces nouvelles idées est la matière noire floue, ou Fuzzy Dark Matter en anglais, parfois aussi appelée matière noire ultra légère. Dans ce modèle, la matière noire n'est pas constituée de particules lourdes comme les WIMP, mais de particules extrêmement légères, des bosons avec une masse d'environ 10 puissance moins 22 électronvolts, soit environ 1 milliard de fois plus légère qu'un proton. À cette masse minuscule, les particules auraient une longueur d'onde de Broglie tellement grande qu'elles se comporteraient comme une onde quantique à l'échelle d'une galaxie entière. Imaginez un océan de vagues quantiques baignant les galaxies, chaque particule s'étendant sur des milliers d'années-lumière. Ce modèle a une conséquence élégante. À grande échelle, la taille des amas de galaxies et au-delà, la matière noire floue se comporte exactement comme la matière noire froide standard, reproduisant tous ses succès. Mais à petite échelle, la taille des galaxies naines est plus petite, les effets ondulatoires lissent les structures, éliminant naturellement les petits sous-halos et créant des cœurs de densité plate plutôt que des cuspides. Cela résoudrait le problème des satellites manquants, le problème cœur cuspide et le problème de la diversité en un seul coup. Mais les observations de Webb posent un défi à ce modèle aussi. Si la matière noire floue supprime les petites structures, elle pourrait aussi retarder la formation des premières galaxies. Or, Webb trouve des galaxies plus tôt que prévu, pas plus tard. De plus, les études de lentilles gravitationnelles à petite échelle par Webb semblent détecter des sous-structures qui ne devraient pas exister si la matière noire était trop floue. Le modèle est sous pression, mais il n'est pas éliminé. La masse exacte de la particule, qui détermine l'échelle à laquelle les effets ondulatoires se manifestent, est un paramètre libre qui pourrait être ajusté. La deuxième idée qui gagne du terrain est la matière noire auto-interagissante, que nous avons déjà mentionnée brièvement. Dans le modèle standard, les particules de matière noire n'interagissent entre elles que par la gravité. Elles se traversent comme des fantômes. Mais si les particules de matière noire possèdent une force noire, une interaction entre elles distincte de toutes les forces connues, alors elles pourraient diffuser, rebondir, échanger de l'énergie entre elles. Cela aurait des effets observables. Les centres des halos de matière noire seraient thermalisés. La matière noire au centre serait redistribuée, créant des cœurs plutôt que des cuspides. Différentes galaxies, avec différentes histoires d'évolution, auraient différents profils de densité, expliquant naturellement la diversité observée. Mais la matière noire auto-interagissante va plus loin encore dans ses implications les plus spéculatives. Si la matière noire a ses propres forces, pourrait-elle avoir ses propres
atome, sa propre chimie. Pourrait-il exister un secteur sombre entier, un univers parallèle de particules noires, de forces noires, peut-être même de structures noires, chevauchant notre univers visible, mais complètement invisible pour nous? L'idée semble de la science-fiction, mais elle est prise au sérieux par certains physiciens théoriciens. Les données de lentilles gravitationnelles de Webb fournissent de nouvelles contraintes sur la section efficace d'interaction de la matière noire, essentiellement sur la force de cette force noire hypothétique. Les résultats sont encore ambigus, mais chaque nouvelle observation réduit l'espace des possibilités.